Salut à tous, bienvenue complètement sur Motors & Co. Aujourd'hui pour changer j'ai envie de faire une petite vidéo spéciale moto moche, mais qui pourtant apportait un vrai plus dans l'histoire de la moto. Donc dans l'idée c'était vraiment de leur rendre hommage à ces incomprises qui d'ailleurs pour une bonne partie plaisent à certains, et en tout cas je respecte ça. Donc évidemment inutile de me pourrir en commentaire parce que la vôtre figure dans le lot. Je m'en fous. Alors pour commencer ce top 7, on va démarrer avec la BMW K1. Là je pense que celle-ci met tout le monde d'accord. Si tu aimes les Power Rangers, cette moto est pour toi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 88, quand ils la sortent, c'est la moto la plus aérodynamique, avec le meilleur CX qui soit. Et il faut savoir que c'est la première moto équipée d'un ABS. L'air de rien, à cette époque-là, c'est quand même une grosse claque. J'irais même jusqu'à dire que c'est la première GT sportive digne de ce nom. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Bah, c'est pas très compliqué, il y a un 4 cylindres en ligne, avec 16 soupapes, 100 chevaux. En vitesse de pointe, je crois que c'est 232 km/h, ce qui est très correct pour l'époque. Alors évidemment, comparé à un GSX R1100 de l'époque, c'est pas aussi sportif, mais c'est quand même un moteur qui a été préparé par Motorsport. Tous ceux qui connaissent les M3, M5 et compagnie seront ravis de l'apprendre. Donc tout ça pour dire que cette moto finalement elle est quand même révolutionnaire pour l'époque. Alors c'est vrai qu'à vouloir trop en faire, surtout au niveau esthétique, les gens sont pas forcément prêts. On est d'accord qu'il n'y a que la sobriété qui passe bien dans le temps. Bah là on se retrouve dans ce qu'aurait pu faire Lamborghini à l'époque, avec la Countach pour ceux qui ont connu. On était tout à fait dans ce genre de grand n'importe quoi. Pour la deuxième moto, on passe chez les japonais avec la Honda Vultus. C'est rigolo. Donc là je vous le dis direct, on est en plein délire manga. C'est vraiment la moto d'Akira pour ceux qui ont connu dans les années 80. Alors dans l'idée c'est quoi? On a un mélange entre un scoot, un custom, une moto et la moto d'Akira. Faut savoir que cette moto est déjà un collector, il n'y a qu'une centaine de modèles chez nous. Elle est sortie en 2014 pour à peu près 11 000 €, ce qui est quand même pas rien, et c'est vrai que c'était peut-être trop osé pour le marché européen, on n'est pas prêt pour ça. Pourtant il faut savoir ce qu'il y a dessous, c'est ni plus ni moins qu'une SC750. En tout cas on a bien le moteur de la NC750, avec la fameuse boîte DCT. À son guidon en tout cas en termes de position on est très custom. Mais côté ambiance là c'est le cockpit d'avion. On a cette espèce de tableau de bord avec les lumières qui changent dans tous les sens. Derrière on a un énorme pneu de 200 mm. Et il faut savoir que le siège passager est rabattable et que donc il peut servir de dossier pour le conducteur principal ou le pilote si j'ose dire. Donc là on est quand même sur une vraie tentative de chez Honda qui me rappelle un petit peu ce qu'aurait pu faire Renault avec l'Avantime, qui a subi d'ailleurs le même sort. En tout cas elle répondait pas à un besoin immédiat, et là je pense que c'est la même chose. Donc pour moi encore une fois ça reste un collector qui peut-être dans un avenir proche aura une certaine valeur. Donc n'hésitez pas, si vous en avez une, gardez-la précieusement, on sait jamais. On passe maintenant chez KTM avec la 690 SM, à ne surtout pas confondre avec la 690 SMC de 2009, qui est donc sa remplaçante, qui n'a rien à voir en termes de style. Le modèle dont je vous parle n'a été produit que 2 ans, et là j'ai envie de dire tu m'étonnes, elle tonne. Donc en gros pas besoin d'être médiocre pour savoir ce qui cloche sur la moto. On a une double sortie façon camion. Pour la tête de fourche ils ont opté sur un bec de canard qui est quand même très prononcé. Et le pire c'est que finalement la silhouette reste quand même homogène, même si elle a été taillée au couteau. Mais là où ça la rend très intéressante, c'est que c'est quasiment une Duke de la même époque. Ce qui veut dire qu'en changeant simplement la tête de fourche, vous vous retrouvez avec un très bon super mode, dont la partie cycle est très bien, le moteur le 690 est très bien, je l'ai essayé à titre personnel cette moto. Du coup par rapport à la 690 actuelle, même en occasion vous vous retrouvez avec un écart de prix qui est vraiment pas négligeable. Pour moi ça reste une moto qui méritait vraiment sa place là ici aujourd'hui. On passe maintenant chez Suzuki avec la Katana. Sauf que là on va pas parler de la nouvelle Katana, on va parler de la première du nom, celle de 81. La ligne est quand même beaucoup moins homogène. Mais encore une fois, comme tout ce qui est osé à son époque, eh ben, ça a du mal à passer les années, voire les décennies. Donc autant la nouvelle Katana subira le même sort, mais en tout cas l'actuelle j'aime beaucoup, celle-ci j'ai vraiment du mal. Il faut savoir qu'en 81, déjà à l'époque, Suzuki commençait à en avoir marre qu'on dise de leur moto qu'elles étaient un peu fades niveau style. Du coup ils ont fait appel à un styliste allemand qui s'appelle Hans-Arthur Mutz, qui n'est autre que le fameux designer de la Munch Mammouth. Pour tous ceux qui ont vu le film avec Depardieu, je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Donc forcément, bon, connaissant la Mammouth, il fallait pas s'attendre à une merveille. Mais là franchement, enfin je suis désolé, regardez-moi la selle, là, on dirait une espèce de saucisse périmée, là c'est... Ah puis bicolore, là j'adore. Puis même si on prend la ligne de manière générale, on a l'impression d'avoir un croisement entre une planche à repasser et un cocker avec les oreilles qui tombent.
Très drôle, bravo. Je sais qu'à l'époque ça avait pas fait l'unanimité. D'ailleurs vous pouvez retrouver les images dans mon essai de la nouvelle. Mais en tout cas elle a des origines très nobles, puisqu'il faut savoir que c'est une base de GSX 1100 qui n'a rien à prouver, rien à envier à ses concurrents de l'époque. Ce qu'ils ont fait par rapport à celle-ci, c'est qu'ils ont revu la partie cycle. La suspension a été durcie, la direction derrière est plus lourde. Ils ont essayé de gagner un peu de puissance sur le moteur, à peu près 10%. Mais tout ça malheureusement au final donne une moto qui a un comportement absolument pourri. Et je dirais même plus, même avec l'amélioration du moteur, on n'a aucune plus-value. Ce qui fait que même si elle a eu une carrière quand même honorable, elle n'a pas eu non plus un succès oufissime. Donc encore une fois, je pense que cette moto a cette place ici déjà parce que on est typiquement sur une tentative de la part d'un constructeur qui a osé se remettre en question. Pour moi c'était important d'en parler, d'autant que là on a quand même une base, comme je vous l'ai dit, très noble. On va rester chez Suzuki et on va parler de la Hayabusa. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Celle-ci est dans mon top 7 parce qu'elle n'a pas fait l'unanimité. Personnellement je la trouve magnifique, je l'adore, quand j'étais gamin j'étais fan. Et je pense que le problème il est là, c'est que c'est une moto qui date quand même de 99 dans sa conception initiale. Quoi qu'on en dise, le dessin, je suis désolé, il a quand même besoin d'un sacré coup de crayon. D'ailleurs j'en profite pour vous glisser que il se murmure dans les couloirs que la version 2020 va mettre un sacré coup de jeunesse à cette moto. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'elle fait dans ce classement, qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire. Il faut savoir qu'à l'époque, une moto qui passait les 300 km/h, il n'y en avait qu'une seule, c'était la CBR 2X de chez Honda, et qui contrairement à elle était beaucoup plus chère. D'ailleurs Suzuki revendiquait 175 chevaux, là encore il faut repartir en 99, c'était quand même ouf. Mais surtout sa moto a été entièrement étudiée en soufflerie. Mais n'empêche, c'est ce qui fait qu'on a ce style qui est vraiment très particulier. On a une routière qui est très efficace, qui est très confortable. Pour la petite anecdote, le nom Hayabusa aurait deux origines. D'un côté, ça pourrait se traduire par Faucon Pèlerin, qui a la particularité de faire des piquets à plus de 300 km/h justement. Et de l'autre, c'est le nom d'un des avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale des Japonais. Donc là encore, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous en savez un petit peu plus là-dessus, je pense que ça peut être intéressant. Si cette moto est encore une légende aujourd'hui, c'est que ce moteur est vraiment incroyable. Elle est d'ailleurs une base assez connue pour tout ce qui est swap, notamment dans l'automobile. Certains n'hésitent pas à lui mettre un turbo et à doubler la puissance, ou pas loin. Dans tous les cas, elle reste même encore 20 ans après une référence des routières, donc elle a tout à fait sa place ici. On passe maintenant chez Aprilia avec leur fameuse La Moto 6.5 1996 qui a été dessinée par un certain Philippe Stark. Donc là évidemment je ne l'ai pas choisi par hasard, je pense qu'elle va faire l'unanimité. Pour moi elle est ce qui ressemble le plus à un escargot, voire une limace. D'ailleurs elle a de très belles antennes qui vont avec. Il faut savoir qu'elle a quand même été produite jusqu'en 2002. Ils ont beaucoup de patience. A la base c'est une Pegaso 650. Voilà. Donc là vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire. Bah écoutez, on va pas se mentir, j'ai envie de faire le chauvin de base, voilà, vive la France, et vive la mauvaise foi, et puis c'est tout. On reste chez les Italiens, on va passer chez Ducati. Il s'agit bien sûr de la Multistrada 1000 DS, qui s'apparente selon moi à un multiplat, mais sur deux roues. Voilà. D'ailleurs, figurez-vous que j'ai rajouté cette moto au dernier moment, parce que j'en ai croisé une sur la route. Elle m'a tellement piqué les yeux que je pouvais pas passer à côté. Je sens que je vais me faire défoncer en commentaire, mais j'assume, je suis désolé, c'est un scandale cette moto. Mais pourtant, comme je le rappelle dans l'intitulé de cette vidéo, c'est quand même une moto qui a compté, et pas pour rien. Faut quand même savoir que dans les années 2000, côté style, c'était un peu compliqué. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. 149 d'un côté et la 999 de l'autre, qui cartonnait pas mal. Mais concrètement, on n'avait pas de moto pour rouler tous les jours chez Ducati. Du coup, ils ont fait appel à Pierre Terreblanche, qui a donc démoulé ce truc. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Donc dans les faits, c'est un super motard déguisé, plutôt caréné si vous préférez. Donc évidemment, elle garde le fameux twin refroidi par air, mais qui pour le coup a été largement assoupli, donc largement civilisé. Ils ont évidemment gardé le fameux treillis tubulaire. Résultat, on a une moto qui est quand même beaucoup plus accessible, et qui malheureusement n'était pas fiable. Et c'est vrai que Ducati a eu beaucoup de mal à se défaire de cette image d'ailleurs. Donc je salue la marque pour cet effort, qui l'air de rien a permis aujourd'hui de développer des motos qui sont largement exploitables par tout un chacun. On va terminer cette liste avec une américaine, la Victory Vision. Il faut savoir que Victory n'existe plus depuis 2017. C'est d'ailleurs une filiale de Polaris, tout comme Indian d'ailleurs. Et pour en avoir vu de près avant que ça disparaisse, croyez-moi, on est très très loin de ce truc là. Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. L'idée de la marque, c'était quand même de proposer des motos de luxe, une sorte de limousine à deux roues.
ce qu'on pourrait relativement comparer avec une Goldwing, hein. Attention, toute proportion gardée bien sûr. Sauf que évidemment, héritage oblige, ils n'ont pas pu s'empêcher de faire un essai néo-rétro. Victory a littéralement assassiné le respect avec cette moto. Alors par contre, c'est une moto qui est très bien équipée, qui est très confortable, et qui malgré ses 400 kg, bah, est plutôt maniable. Par contre, on a un 1700 cm3 de 89 chevaux, avec quelque chose comme 14 Nm de couple, qui malheureusement fait un bruit de 2 chevaux. Autant avoir Vin Diesel avec la voix de Mickey, ça n'a pas de sens, on est d'accord. En tout cas, je pense que c'est important de rendre hommage à cette marque qui, comme je vous l'ai dit, pour l'avoir vu en vrai, proposait des motos vraiment mais magnifiques. Polaris a préféré donner plus d'argent à Indian et faire une croix sur cette marque. Elle aura eu au moins le mérite de proposer des motos vraiment différentes. Voilà, j'espère que ce petit top 7 vous aura plu, vous aura diverti, et que vous aurez peut-être appris 2-3 trucs. Pensez à laisser un petit pouce bleu, et puis encore une fois, pour tous les nouveaux arrivants, complètement bienvenue. Pensez évidemment à vous abonner si ce n'est pas fait, et puis à bientôt sur Motors & Co.